bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre webconférence consacrée à un sujet qui nous touche tous et toutes, de près ou de loin, le cancer du sein. Donc, ce rendez-vous est une occasion privilégiée d'informer, de sensibiliser et d'échanger autour de cette maladie qui, bien qu'elle soit fréquente, puisque Alexia nous en parlera, ça peut toucher jusqu'à une femme sur 8 au cours de sa vie. Donc, elle reste encore une maladie entourée de nombreuses questions et idées reçues. Donc, aujourd'hui, nous pourrons aussi échanger un peu plus en profondeur sur le sujet. Sachez que Radiance Mutuelle a lancé en 2024 un dispositif d'accompagnement cancer qui vise à fournir un soutien financier aux adhérents confrontés à cette pathologie. Voilà, donc si vous êtes une adhérente touchée par la maladie, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos différentes agences ou de notre plateforme pour pouvoir connaître davantage les détails de cette prise en charge. Et donc aujourd'hui, lors de cette webconférence, pour sensibiliser à ce sujet, nous avons la chance d'être entourés d'experts, donc notamment Alexia Laurier, qui est promotion de la santé à la Ligue contre le cancer de Côte d'Or, à qui je vais laisser la parole juste après, mais aussi au docteur Lépinois, qui est onco-radiothérapeute et également qui intervient au titre d'administrateur de la Ligue aujourd'hui. Donc, il travaille également sur Dijon. Donc, je leur laisserai la parole pendant environ une cinquantaine de minutes. Voilà, on aura un temps, on va dire, dédié à leur expertise. Mais tout au long de ce déroulé, vous pouvez bien évidemment poser les questions lorsqu'elles vous viennent en tête. Voilà, l'idée, c'est que moi, je puisse les recenser par la suite et avoir à la fin de leur présentation un temps d'échange et de débat. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas, que ce soit des questions, des témoignages. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un temps tous ensemble à la fin. Et puis, donc, tout au long de l'intervention, vous avez remarqué, je m'en excuse par avance, vos micros et vos caméras sont coupés. C'est tout simplement pour garder un bon flux dans de la diffusion et puis qu'on puisse bien évidemment tous s'entendre. Voilà, donc à la fin, vous aurez également un petit questionnaire de satisfaction. Donc, si vous avez quelques petites secondes avant ou après cette webconférence, merci d'y répondre pour améliorer nos actions. Donc voilà, moi je n'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est qu'ensemble aujourd'hui, faisons en sorte de faire un petit pas de plus vers une meilleure compréhension des dépistages, des traitements du cancer du sein. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à diffuser cette information, cette webconférence autour de vous, puisque ceci sera enregistré. Vous aurez un petit replay à la suite de cette intervention. Donc, vous pourrez également diffuser à des personnes qui vous entourent si vous le souhaitez. Voilà, eh bien écoutez, je n'en dis pas plus. Je vais écouter moi aussi attentivement et je vais laisser la parole à Alexia. Merci à vous. Merci. Alors, donc effectivement, moi je me présente quand même pour commencer. Donc Alexia Laurier, chargée de promotion de la santé, donc au comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer. Donc juste avant de vraiment rentrer sur le sujet donc, du cancer du sein, je tenais quand même à vous présenter un petit peu ce qu'est la Ligue contre le cancer et plus précisément du coup le comité de Côte d'Or dans lequel je travaille. Donc, le comité est une association en soi. Donc, en Côte d'Or, le comité, il a déjà plus de 100 ans puisqu'il a été fondé en 1921 et c'est une association reconnue d'utilité publique. On va avoir 4 missions principales, donc, qui sont les mêmes missions pour tous les comités qui sont donc reliés à la Fédération française de la Ligue contre le cancer. Donc, la première mission, ça va être le financement de la recherche. Donc, c'est ce qui va représenter le plus gros budget pour notre comité. Donc, la recherche, ça va être vraiment la clé pour mieux comprendre les cancers, déjà dans un premier temps, afin de pouvoir améliorer la prise en charge des personnes malades, donc en trouvant notamment de nouveaux traitements plus efficaces, de réduire aussi les effets secondaires des traitements. Ça va aussi permettre de pouvoir déterminer des facteurs sur lesquels on va pouvoir agir, notamment pour diminuer les risques d'apparition de la maladie. Donc justement, on ira un petit peu plus en profondeur sur ce sujet-là par la suite. Et on va aussi pouvoir déterminer des populations qui sont potentiellement plus à risque de développer certains cancers et donc pouvoir aussi développer des dépistages qui vont être ciblés et efficaces pour prendre en charge la maladie au plus tôt. La deuxième grande mission au niveau de notre comité, ça va être l'accompagnement des personnes malades, mais aussi des proches.
Donc cet accompagnement, il va se décliner notamment sous la forme d'activités de soins de support qu'on va pouvoir proposer gratuitement aux personnes malades et aux proches. Donc ça peut être par exemple des activités physiques adaptées, du soutien psychologique, des activités de bien-être comme le yoga, la sophrologie, etc. Des activités aussi autour de l'esthétique par exemple, l'accompagnement sur le suivi nutritionnel, etc. Donc tout ce type d'activités qui sont proposées donc à la fois aux personnes malades et aux proches, donc gratuitement. On va aussi pouvoir de manière ponctuelle apporter une aide financière pour les patients qui auraient donc des besoins financiers dus donc aux conséquences de la maladie. La troisième mission, et c'est celle qu'on va le plus approfondir donc aujourd'hui, c'est la prévention santé et la promotion des dépistages. Et pour terminer, donc la quatrième mission de la lutte contre le cancer, ça va être le plaidoyer. Donc plaidoyer en faveur des droits des patients. Donc au niveau du national, par exemple, on a des grands sujets comme l'accès aux médicaments, etc. Au niveau plus local, on va pouvoir défendre les droits des patients, notamment en étant présent dans les lieux de soins en tant que représentant des usagers. Et on va aussi plaider pour un environnement plus favorable à la santé. Donc, par exemple, en Côte d'Or, on déploie des espaces sans tabac, notamment au niveau des lieux qui sont fréquentés par les plus jeunes. Voilà pour cette partie. Donc, du coup, on va revenir à la prévention de la santé. Donc, je vous ai remis ici la définition du coup de l'OMS, donc qui définit la santé comme un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social. Donc, effectivement, quand on parle de promotion de la santé, on va être vraiment dans une vision large de la santé, puisqu'on va être à la fois sur, bien sûr, bien dans son corps, mais aussi bien dans sa tête, donc sur le côté plutôt santé mentale, être bien avec les autres, donc une santé, un aspect plutôt social finalement de la santé et être bien dans son environnement de manière globale. Donc c'est pour ça que je vous ai remis un petit peu la définition de la promotion de la santé, puisque en fait, moi je ne vais pas être uniquement sur de la prévention, mais vraiment sur tout un processus qui va vous permettre, chacun d'entre vous, d'être acteur de votre santé en vous apportant du coup des informations qui vont vous permettre de prendre par la suite des décisions pour votre santé. Donc, dans cet esprit justement on prend en compte la santé dans un cadre très large, on va avoir beaucoup de déterminants de santé. Donc là, je vous ai remis un petit tableau qui reprend un petit peu les différentes catégories, justement, les différents éléments qui vont pouvoir impacter directement, indirectement notre santé de façon globale. Donc déjà, on va avoir tous les déterminants d'ordre biologique, alors sur lesquels on ne pourra pas agir, mais qu'on va pouvoir prendre en compte, notamment quand je vous disais de déterminer justement des populations plus à risque et de pouvoir cibler pour les dépistages organisés. Donc tous ces déterminants-là vont être importants. On va avoir tous les déterminants autour des comportements, des habitudes de vie. Donc là, c'est là où on va pouvoir, pour le coup, agir au niveau individuel pour pouvoir prendre soin de sa santé. Donc, on reviendra un petit peu justement sur ces déterminants au niveau comportemental qu'on pourra lier directement au cancer du sein. Après, on a d'autres types de déterminants, donc comme par exemple les déterminants environnementaux sur lesquels alors, on va pouvoir agir, mais pas forcément au niveau individuel, même si on va pouvoir participer à l'effort collectif pour améliorer notre environnement. Et d'autres déterminants d'ordre plutôt socio-économique, socio-culturel, avec tout ce qui va être au niveau de scolarité, le type d'emploi occupé également, tout ce qui va être les valeurs, les croyances, etc., qui vont impacter tous les choix qu'on va pouvoir faire, qui vont derrière impacter directement notre santé. Et bien sûr, le système de santé auquel on a accès va avoir un rôle aussi dans ces déterminants de santé, puisque selon si on a accès ou pas à certains soins, à certains professionnels de santé, à certains traitements, forcément notre santé sera différente, on va dire. Donc dans ce système de santé, ça va être assez global, tous les déterminants, puisqu'on va avoir aussi tout ce qui est, par exemple, au niveau de la recherche, justement, on en parlait tout à l'heure, les progrès au niveau de la biomédicaux et toutes les actions, justement, comme aujourd'hui, toutes les actions qui vont vous permettre d'obtenir des informations pour prendre en soin vous-même de votre santé.
Donc tout à l'heure, je vous ai défini la promotion de la santé et là, on va revenir sur vraiment le terme de prévention santé, puisque quand on parle de prévention, on va prévenir un risque. Donc quand on prévient, on fait de la prévention contre le cancer, on va prévenir contre un risque de cancer. Et justement, on va pouvoir intervenir à plusieurs niveaux dans la maladie pour la prévenir. Donc, on va avoir la prévention primaire. Donc là, la prévention primaire au niveau des cancers, ça va être finalement agir notamment sur nos habitudes de vie, plus largement sur notre environnement de vie pour limiter le risque, diminuer l'incidence du coup d'une maladie. En prévention secondaire, là, l'objectif, ça va être de déceler la pathologie au plus tôt pour pouvoir la prendre en charge rapidement et donc diminuer la prévalence de la pathologie. Et en prévention tertiaire, donc là, on va agir une fois que la maladie est présente pour réduire donc la prévalence de tout ce qui va être incapacité, tout ce qui va être complications liées à la maladie et aux traitements qui vont être proposés, éviter les risques aussi de récidive ou de rechute qui peuvent être liés, notamment qui sont connus pour le cancer. Donc la prévention, on peut l'appréhender à différents niveaux. Donc ça peut être de la prévention universelle. Donc on a des messages de prévention qui sont diffusés très largement et qui concernent toute la population de façon générale. On va avoir, par exemple, quand on entend à la télévision ou à la radio manger 5 fruits et légumes par jour, ça concerne tout le monde. Donc, c'est vraiment, on est sur de la prévention universelle. Après, on peut avoir une prévention qui va être plus sélective, où là, on va s'adresser à un sous-groupe, à une personne, enfin, un sous-groupe de personnes, pardon, qui vont être spécifiques, qui vont regrouper les mêmes caractéristiques. Donc, on le verra, par exemple, sur le dépistage du cancer du sein. Pour le dépistage organisé, on va s'adresser aux femmes de 50 à 74 ans. Donc là, on est sur un groupe. Et on peut avoir une prévention qui peut être beaucoup plus ciblée. Donc là, sur une personne, enfin un groupe de personnes qui va représenter vraiment un facteur de risque spécifique. Donc on pourrait dire, par exemple, toutes les personnes qui ont des antécédents dans leur famille de cancer du sein, elles, on va leur proposer encore un dépistage qui sera différent. Donc on va être vraiment sur un ciblage au niveau de la prévention. Alors, sur cette diapositive, je vous ai remis du coup les facteurs de risque qui sont des facteurs de risque évitables puisque ce sont des facteurs de risque qui sont liés au comportement de vie. Donc là, ça va être vraiment sur les cancers en général. Mais donc, on a effectivement le CIRC et l'INCa qui nous dit que 40% des cancers aujourd'hui pourraient être évités si on enlevait ces facteurs de risque de nos habitudes de vie. Donc, je pense qu'on retrouve sans grande surprise en premier quand même le tabac, donc sachant que quasiment 20% des cancers pourraient être évités si le tabac n'existait pas dans notre société. Ensuite, c'est suivi donc, par l'alcool, qui lui souvent est vu un petit peu plus loin par la population, mais l'alcool est quand même le deuxième facteur de risque évitable de cancer. Et ensuite, on a donc l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, certaines infections, etc. Je ne vais pas tous les décrire aujourd'hui. L'idée, c'était de savoir que, voilà, de façon générale, les facteurs de risque qui sont présents dans nos modes de vie pourraient permettre d'éviter certains cancers. Donc là, justement, donc les facteurs de risque qui vont avoir un impact sur les cancers de façon générale, mais en fait, certains facteurs de risque vont plus augmenter le risque pour tel ou tel cancer en fonction de sa localisation. Donc là, les 4 principaux facteurs de risque qu'on a retrouvés dans la diapo précédente, on les a remis. Donc on a le tabac. Le tabac, lui, va augmenter beaucoup de cancers puisqu'on a 17 localisations où le tabac est identifié comme augmentant le risque de cancer. Pour l'alcool qui était juste après, on va avoir donc 8 localisations donc qui vont être principalement finalement sur le passage de l'alcool puisqu'on va avoir toute la voie digestive qui va être concernée, que ce soit de la bouche, l'œsophage jusqu'au côlon rectum. Mais on voit aussi par exemple que le sein est fortement, enfin le cancer du sein, pardon, le risque de cancer du sein est fortement augmenté par la consommation d'alcool. Ensuite, on va retrouver donc le surpoids, l'obésité, l'alimentation déséquilibrée, où là, on voit encore que beaucoup de localisations sont concernées par la présence de ces facteurs de risque. Donc,
Donc maintenant, je vais enchaîner vraiment sur le cancer du sein. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc je vous ai juste remis quelques chiffres pour se dire, effectivement, le cancer du sein, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Pourquoi on en entend autant parler? Parce que ça reste quand même le premier cancer chez la femme en termes de fréquence, et c'est aussi la première cause de décès par cancer chez les femmes. Donc aujourd'hui, on est à plus de 61 000 nouveaux cas par an en France, ce qui représente en fait à un temps T environ 900 000 personnes qui sont concernées par le cancer du sein, puisque malheureusement, le cancer, on n'en guérit pas en quelques mois. Donc finalement, comme il faut plusieurs années pour être guéri du cancer du sein, c'est 900 000 personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont concernées par ce cancer. C'est encore plus de 12 000 personnes qui décèdent chaque année des suites du cancer du sein en France. Donc c'est un chiffre qui, alors certes, est faible par rapport aux 61 000 nouveaux cas, mais ça reste un chiffre élevé. Et l'objectif, en parlant de ce cancer, c'est de permettre de mieux le soigner. Puisqu'on sait qu'on a quand même des solutions pour guérir ce cancer-là. Alors, le docteur Lépinois reviendra plus en détail sur tous les traitements qu'on peut proposer par la suite. Mais l'objectif, là, ça va être déjà en termes de prévention, savoir ce qu'on peut faire pour limiter l'apparition du cancer ou du moins permettre une meilleure prise en charge du cancer. Donc, aujourd'hui, l'âge médian au diagnostic, il est à 64 ans. Mais il faut savoir qu'il y a 80% des cancers du sein qui se développent après l'âge de 50 ans, ce qui laisse quand même 20% des cancers qui arrivent avant 50 ans. Donc, la survie nette à 5 ans, ça veut dire que 5 ans après le diagnostic, il y a 88% des patientes qui sont encore en vie ou du moins qui ne sont pas décédées des suites de ce cancer-là. Donc, ce chiffre, il est déjà élevé quand on parle de cancer, mais on pourrait faire mieux encore. Du coup, là, je vous ai remis donc, les facteurs de risque spécifiques en termes de cancer du sein. Donc déjà, le premier cancer spécifique, le premier facteur de risque spécifique, ça va être le sexe. Parce que, alors certains l'ignorent, mais il y a quand même 1% des cancers du sein qui touchent les hommes. Mais effectivement, dans la majorité des cas, c'est quand même plutôt les femmes qui sont touchées par ce cancer. Ensuite, on a l'âge, donc comme je vous le disais, avec 80% des cancers du sein qui se développent après 50 ans. Et on a certains antécédents médicaux, alors soit personnels, soit familiaux, qui peuvent aussi impacter notre niveau de risque individuel. Donc ça va être tous les antécédents personnels de maladies au niveau du sein, au niveau de l'ovaire ou de l'endomètre, par exemple. Ça peut être des antécédents familiaux, justement, au niveau de ces cancers-là, ou ça peut être des prédispositions génétiques au cancer du sein, donc avec certaines mutations génétiques qui sont identifiées au jour d'aujourd'hui comme augmentant fortement le risque de cancer chez les personnes qui portent ces mutations. Donc là, on est sur les facteurs de risque génétiques non modifiables, mais qui sont importants de prendre en compte pour justement proposer derrière un dépistage qui sera adapté à la personne. Donc aujourd'hui, il y a 20 000 cancers du sein qui pourraient être évités en agissant sur nos habitudes de vie. Donc les facteurs de risque qui sont présents dans nos habitudes de vie actuellement, ça va être en priorité donc la consommation d'alcool et de tabac, le surpoids et l'obésité, mais aussi la sédentarité et une alimentation déséquilibrée. On a quand même des facteurs qui peuvent nous protéger, donc diminuer nos risques face à ce cancer-là, donc qui vont être notamment l'activité physique régulière et l'allaitement maternel. Alors, je voulais juste revenir sur cette diaporama-là par rapport au terme de sédentarité, puisque souvent on se dit, si j'ai une activité physique régulière, je ne suis pas sédentaire, mais la sédentarité, ce n'est pas directement l'opposé d'une activité physique régulière. La sédentarité, ça va être justement tous les temps qu'on va passer, notamment devant les écrans, mais autres aussi, toutes les activités qu'on va faire finalement où notre corps n'est pas actif. Donc, toutes ces activités qui prennent du temps, notamment quand on est au bureau, devant l'écran, quand on regarde la télévision ou même son téléphone, tous ces temps-là, ils sont à limiter quand on peut les limiter. Et pour ceux qui sont nécessaires, comme quand on est au travail, il va falloir essayer de les couper
par voilà, des petites pauses où vous êtes un petit peu plus actif. Donc, ne serait-ce que se lever pour aller voir son collègue plutôt que de lui passer un coup de fil, ou essayer voilà, d'aller jusqu'à la machine à café pour faire une pause. Essayer de marcher un petit peu toutes les heures et demie, toutes les 2 heures. C'est bien d'essayer de couper tous ces temps de sédentarité. Ce qui n'empêche pas d'avoir effectivement une activité physique régulière où là, normalement, la recommandation est assez bien connue. On est donc sur 30 minutes d'activité physique par jour recommandée pour les adultes. Donc, ce qui peut être aussi bien de marcher, de faire du jardinage, du ménage, etc. C'est pas forcément faire du sport, mais avoir une activité régulière chaque jour. Alors, sur cette diapo, je vous ai remis quand même l'anatomie du sein pour savoir finalement le cancer du sein, on en entend souvent parler, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans le sein et on ne sait pas forcément où se développe le cancer. Donc, la plupart des cancers du sein, ils vont se développer donc, soit dans les lobules, soit dans les canaux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cancer du sein canalaire ou lobulaire. Les cancers, ils peuvent être soit in situ, donc ça veut dire que la tumeur, elle va être restreinte dans le canal, dans le lobule dans lequel elle est apparue. Ou alors, on peut parler de cancer invasif. Donc là, c'est la phase suivante, quand les cellules cancéreuses, elles ont donc traversé déjà la paroi et ont commencé à envahir les tissus qui sont avoisinants, les tissus qui sont autour justement du lobule ou du canal. Et ils peuvent petit à petit aller envahir les ganglions lymphatiques axillaires, donc qui sont situés notamment sous les aisselles, et petit à petit aller faire même des métastases à distance, donc avec potentiellement des tumeurs secondaires qui apparaîtraient dans d'autres organes. Alors là, je vous ai remis donc le dépistage du cancer du sein. Donc là, c'est ce qui est organisé, donc le programme national qui est mis en œuvre par les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers. Donc à savoir qu'il y a quand même une petite nouveauté en 2024, puisque maintenant c'est directement la caisse primaire d'assurance maladie qui envoie les invitations pour ce dépistage. Donc ce dépistage, il va concerner, comme je le disais tout à l'heure, toutes les femmes de 50 à 74 ans. Donc tous les 2 ans, elles vont recevoir un courrier directement chez elles pour les inviter à aller réaliser une mammographie. Donc la mammographie, ça va être tout simplement une radiographie de la poitrine, donc qui va être précédée par quand même un examen clinique, donc l'observation par le professionnel de santé qui réalise cette radiographie. Et donc, elle est réalisée gratuitement tous les 2 ans dans le cadre de ce dépistage organisé. Après, il peut y avoir des examens complémentaires qui vont être proposés suite à la mammographie, comme une échographie, un IRM, une biopsie, etc., pour préciser le diagnostic. C'est pas parce qu'une échographie est proposée qu'il y a forcément un doute, c'est simplement pour compléter l'image de la mammographie. Donc, les atouts de ce dépistage organisé, ça va être tout d'abord la gratuité, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'avance de frais qui est demandée aux patientes pour réaliser cette mammographie. Il y a le rappel qui est régulier, puisque le courrier arrive tous les 2 ans chez nous, donc ça permet de ne pas avoir forcément à y penser. Il y a une deuxième lecture qui est réalisée pour les clichés de mammographie. Donc, en temps normal, quand vous allez faire une radio, normalement, vous repartez à votre cliché de radio. Là, le cabinet de radiologie garde la mammographie et les envoie au centre de dépistage, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce centre de dépistage, il va réaliser donc une deuxième lecture du cliché de mammographie, donc ce qui va permettre de rattraper environ 6% des cancers qui n'ont pas été détectés par le premier radiologue. Donc, ça ne veut pas dire que le premier radiologue a mal fait son travail, simplement, ça reste quand même une lecture humaine, donc l'erreur reste humaine. Et les radiologues qui vont faire cette deuxième lecture, ça va être d'autant plus des radiologues experts qui ont besoin de faire un certain nombre de lectures de mammographie pour pouvoir réaliser ces deuxièmes lectures. Donc, ça va permettre justement, grâce au suivi régulier, grâce aussi à ce rattrapage qui va pouvoir détecter des lésions toutes petites, de détecter la pathologie à un stade précoce. Et c'est vraiment l'objectif, puisque ça va permettre déjà des meilleures chances de guérison et potentiellement des traitements qui seront moins lourds. Donc, à savoir quand même que quand on le détecte à un stade précoce, donc notamment une tumeur qui fait moins d'1 centimètre, on a 9 chances sur 10 de guérir le cancer du sein.
Donc, pour toutes les femmes qui n'ont pas encore 50 ans ou entre les deux rendez-vous justement de mammographie, donc il y a quand même d'autres recommandations qui existent. Donc déjà, à partir de 25 ans, c'est important d'avoir un rendez-vous annuel chez le professionnel de santé qui peut être soit un médecin gynécologue, soit une sage-femme, soit un médecin généraliste. Donc ces 3 professionnels-là, ils sont capables de réaliser donc, le suivi gynécologique au cours duquel il y aura notamment la palpation de la poitrine. Donc ça, c'est important de tous les ans avoir vraiment ce rendez-vous-là. Et à tout âge aussi, chaque femme peut rester attentive justement à sa poitrine, apprendre à connaître sa poitrine en l'observant régulièrement, en la palpant pour pouvoir éventuellement déceler s'il y a quelque chose qui ne serait pas comme d'habitude. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui apparaît, le mieux c'est quand même de consulter assez rapidement soit un médecin, soit une sage-femme. Donc là, je vous ai mis quelques symptômes à surveiller. Donc dans l'idée, ça va être déjà de façon générale de prendre le réflexe une fois par mois, de se mettre seins nus face au miroir, d'observer sa poitrine, voir s'il n'y a pas de modification notamment de manière unilatérale. Donc s'il y a un sein par exemple qui a changé de taille ou de forme, ou s'il y a une bosse qui serait apparue ou l'inverse un creux quelque part sur la poitrine, ou s'il y a par exemple alors soit un écoulement au niveau du mamelon ou un mamelon qui serait rétracté comme si quelque chose le tirait vers l'arrière alors que c'est pas le cas habituellement sur votre poitrine. S'il y a quelque chose de palpable, donc une masse qui ne serait palpable dans votre poitrine qui n'était pas là habituellement. Il faut savoir quand même que quand on palpe une poitrine, on sent plein de choses sous les doigts. C'est tout à fait normal puisque comme je vous le montrais tout à l'heure sur l'anatomie du sein, on va pouvoir sentir déjà ne serait-ce que la graisse qui compose la majorité du sein. Donc cette graisse, elle va avoir un aspect plutôt granuleux sous les doigts. On va avoir aussi toutes les structures internes du sein, donc comme les lobules, les canaux, qu'on va pouvoir aussi sentir qui seront plus sensible, plus dur à certaines périodes du cycle notamment. Donc cette surveillance, cette autosurveillance de la poitrine, on conseille de la faire quelques jours après la fin des règles, parce que c'est là où ce sera le plus simple de pouvoir déceler s'il y a quelque chose qui serait apparu dans la poitrine. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui est apparu, que ce soit dans la poitrine ou aussi au niveau de l'aisselle, puisqu'on parlait tout à l'heure des ganglions au niveau axillaire, on a aussi des ganglions au niveau susclaviculaire qui sont reliés à ce qui se passe dans le sein. Donc un ganglion, c'est-à-dire sous les doigts, une bille dure qui serait apparue sous l'aisselle ou au niveau susclaviculaire. C'est important de signaler cette modification ou toute autre modification sur le sein à son professionnel de santé. Donc moi, j'ai terminé sur ma partie. Je vais laisser la parole au docteur Lépinois. D'ailleurs, bienvenue et enchantée. Vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur Lépinois. Je vous ai mis en tant que présentateur. Oui, c'est gentil, merci. Donc, ça veut dire que là, j'ai la main sur le PowerPoint ou c'est vous qui passez les slides? Alors, c'est Alexia qui passe les slides. C'est Alexia qui passe les slides. Voilà, donc soit si vous avez le support sous votre main, vous pouvez le projeter de votre côté pour pouvoir avancer à votre rythme. Super, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, Alexis Lépinois. Donc, moi, je suis oncologue radiothérapeute à l'Institut de cancérologie de Bourgogne. Et comme ça a été rappelé, voilà, j'interviens en tant qu'administrateur de la Ligue contre le cancer. Alors, on va essayer de survoler un petit peu les différents traitements. C'est compliqué de faire un cours magistral, j'allais dire, sur les cancers du sein. Comme ça, face à un auditoire forcément un petit peu diversifié et non médical. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de partager un petit peu la philosophie de l'approche des soins et peut-être d'évoquer les grandes familles, puisque vous allez voir que c'est quand même relativement complexe comme type d'approche, mais c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est une approche qui est de plus en plus personnalisée en ce qui concerne les soins. Alors, diapositive suivante. Voilà, donc juste un petit rappel, ça a déjà été évoqué par Alexia. Ce qu'il faut savoir, en effet, donc c'est comment apparaît aujourd'hui un cancer au sein de l'organisme. C'est tout simplement une perte de contrôle des mécanismes de la cellule qui normalement régule sa prolifération et sa multiplication. Et en fait, il y a un certain nombre d'anomalies qui vont apparaître dans cette cellule qui va faire que ce mécanisme naturel
n'est plus opérationnel et ça va aboutir à une multiplication anarchique de cellules. Alors en ce qui concerne le cancer du sein, ça va maintenant être au niveau du sein, mais c'est assez propre à chaque type de cancer. Il va y avoir cette prolifération anormale qui va se développer dans un premier temps de manière loco-régionale et dans un deuxième temps, malheureusement, sur une atteinte un peu plus régionale, voire à distance, sous la forme de métastases, d'où l'intérêt, bien entendu, d'une prévention et d'une détection précoce, comme vous l'a rappelé Alexia juste avant. Diapositive suivante, c'est juste le périmètre un petit peu des différents outils qui sont à disposition. Pour faire simple, ce qu'on explique souvent en consultation, il y a 3 outils pour traiter le cancer. Il y a la chirurgie, la chimiothérapie, alors qui s'est aujourd'hui largement étoffée, puisque vous voyez, en fait, on parle d'hormonothérapie, de thérapie ciblée et d'immunothérapie plus récemment, qui sont, donc là, qui est un traitement plutôt général. La chirurgie est un traitement local ou loco-régional. Et il y a le 3e outil qui est donc la radiothérapie, qui est également un outil loco-régional. Ce qu'il faut comprendre, diapositive suivante, c'est que en effet, il n'y a pas un cancer du sein aujourd'hui. En fait, il y a toute une diversité de cancers du sein. Et en effet, cette diversité, alors, elle fait appel à plusieurs paramètres. Aujourd'hui, on parle de classification moléculaire, avec notamment des signatures quand on va analyser de près l'aspect des cellules. Est-ce qu'elles vont être, on parle beaucoup de cancer hormonodépendant, c'est en effet un des cancers les plus fréquents dans les cancers du sein, puisqu'il va exprimer tout ou partie des récepteurs aux hormones, ce qui va devenir une cible thérapeutique pour pouvoir justement mettre en place de l'hormonothérapie pour pouvoir bloquer ces récepteurs. On parle de cancer HER2/3 croix, qui est également un récepteur à la membrane de la cellule qui va activer des voies de signalisation cellulaire et qui également peut être éligible à des thérapeutiques bien spécifiques. Il y a des mutations, on parle aujourd'hui de plus en plus d'oncogénétique, on a de plus en plus de connaissances sur des formes avec des mutations, des formes familiales, mais également des formes plus individuelles, ce qu'on peut être des fois le premier cas d'une histoire génétique, qui aujourd'hui également fait l'objet de thérapies bien spécifiques par rapport à ce type de mutation. Donc ça, c'est le premier degré de classification, c'est vraiment un peu ce qu'on appellerait la carte d'identité de ce cancer et qui fait qu'il n'y en a pas un, mais il y en a bien entendu plusieurs. Après, il y a les caractéristiques, ce qu'on appelle anatomocliniques, c'est en effet, ça va être la taille de la lésion, est-ce qu'il y a une atteinte ganglionnaire, et bien entendu, est-ce qu'il y a la présence de métastases, puisque la stratégie qui va en découler sera bien entendu différente d'un patient à l'autre. Et puis après, il y a des facteurs spécifiques aux patients. L'âge, vous n'avez pas abordé la même situation chez une dame de 90 ans que chez une dame de 45 ans. Bien entendu, l'état des comorbidités, les problèmes de santé, si la patiente a des problèmes cardiaques ou voilà, si elle a un diabète, etc. Vous allez tenir compte de ça. Le statut ménopausique également, si les patientes sont ménopausées ou non ménopausées, puisque les traitements qui peuvent en découler peuvent être éventuellement différentes. Et puis parfois, on peut être amené à faire face aussi à des préférences individuelles qui vont influencer le choix du traitement. Diapositive suivante. Alors, donc sur la chirurgie, c'est ce que je vous ai expliqué en préambule. Donc la chirurgie, ça reste un traitement local, loco-régional. Le but est bien entendu d'aller exfiltrer la tumeur qui est présente au niveau du sein. Aujourd'hui, la plupart des chirurgies sont des chirurgies de préservation d'organes, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler de tumorectomie. Le but est d'aller enlever vraiment la tumeur et de chercher, dans la mesure du possible, de préserver le sein des patientes. Malheureusement, dans certains cas, il peut y avoir des difficultés pour obtenir ce résultat. Ça va tenir compte de plusieurs choses, bien entendu de la taille lésionnelle, puis également de la taille de bonnet de la patiente, puisque vous imaginez, si vous avez une tumeur de 6 cm sur un bonnet A, ça va être compliqué d'aller préserver le faible volume mammaire restant. Et puis, il y a énormément d'innovations sur les techniques chirurgicales. On parle aujourd'hui d'oncoplastie, ce qui permet finalement aussi d'aller opérer plus facilement des tumeurs qui étaient plus volumineuses, tout en faisant des remodelages en fait un peu de la glande mammaire, et ce qui permet très souvent de permettre une préservation de la poitrine des patientes. Il y a également, je parlais de traitement loco-régional, le but de la chirurgie, et ça va être systématique dès lors qu'il y a
un cancer à proprement parler, on va aller rechercher la présence d'une atteinte ganglionnaire avec la fameuse technique du ganglion sentinelle, où on va aller chercher à extraire le premier relais ganglionnaire pour savoir s'il est touché par des cellules qui auraient déjà entamé une migration, puisque également ça va participer à cette fameuse classification anatomoclinique dont je parlais au préalable, et ça peut avoir en effet une incidence sur les traitements. Et puis, elle n'est pas anodine de complications potentielles, même si la plupart des chirurgies se passent de mieux en mieux, mais il y a toujours un risque de lymphœdème, ce qu'on appelle historiquement les gros bras, qu'on voit de moins en moins, notamment par l'essor de cette technique du ganglion sentinelle. Historiquement, on enlevait tous les ganglions, ce qui est aujourd'hui de moins en moins fait. Ça a permis de faire une désescalade chirurgicale. Il y a toujours, dès lors qu'il y a une intervention, un risque lié à l'anesthésie générale, bien sûr, mais notamment à des risques infectieux qui sont assez rares, somme toute. Et puis, bien entendu, en cas de mastectomie, il y a un impact sur la modification du schéma corporel. Diapositive suivante. Donc, sur la radiothérapie, vous avez la photo de Marie Curie qui a inventé, qui a plutôt plus qu'inventé, découvert cette discipline, puisqu'elle a découvert les radiations ionisantes il y a plus d'1 siècle. La radiothérapie, comme je vous l'ai dit, c'est tout comme la chirurgie, un traitement loco-régional. Le but va vraiment être de chercher à consolider le traitement au niveau du sein. Elle est systématique dès lors qu'il y a un traitement conservateur. Une question qu'on nous pose souvent, mais le chirurgien m'a dit qu'on a tout enlevé, pourquoi est-ce qu'il faut faire des rayons? C'est pas aussi simple que ça, c'est qu'en fait, il y a quand même un grand nombre de récidives malgré l'ablation de la tumeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe de toute évidence un risque d'avoir des cellules qui seraient non détectables au niveau du sein, et en fait, la radiothérapie va permettre de contrôler ce risque-là. Donc, traitement conservateur, c'est-à-dire que si on enlève juste la tumeur, c'est systématiquement associé à une radiothérapie adjuvante qui a pour but justement de consolider le traitement du chirurgien. Il y a eu énormément d'évolutions également sur les techniques, puisqu'aujourd'hui on a des traitements qui sont de plus en plus hypofractionnés, c'est-à-dire avec de moins en moins de séances. Classiquement, aujourd'hui, un traitement ne doit pas excéder 3 à 4 semaines de radiothérapie contre 6 semaines il y a encore quelques années. Et puis, on a mis en place également des techniques de protection cardiaque avec des traitements en inspiration bloquée pour les patientes qui seraient atteintes du côté du sein gauche, pour lequel il peut y avoir en effet une atteinte cardiaque, notamment une fragilité qui peut être induite par la chimiothérapie, mais également par la radiothérapie. Et ces traitements de nouvelle génération permettent de protéger quasiment totalement le cœur des patientes. Diapositive suivante. Alors, concernant la chimiothérapie, il y a eu énormément de désescalade de chimiothérapie au cours des dernières décennies. Malheureusement, on en a encore besoin. Il y a toujours certains types de cancers qui nécessitent d'avoir une chimiothérapie. Lorsqu'elle est faite, de plus en plus faite en amont de la chirurgie, c'est-à-dire que ça devient la première brique, du traitement, puisque ça va nous apporter des renseignements précieux. Alors la première, c'est que ça va permettre aussi de faire diminuer la taille des lésions. Ça va donc en effet pouvoir faciliter l'exérèse par le chirurgien, faciliter la préservation du sein, et donc s'orienter vers un traitement conservateur. Mais ça va également nous donner des informations précieuses sur le statut de la maladie post-chimiothérapie, puisqu'en effet, si on a aujourd'hui des patientes qui n'ont plus de résidus tumoral post-chimiothérapie, elles sont éligibles à une désescalade thérapeutique, là où à l'inverse, on va personnaliser les soins. Si en effet vous faites un protocole de chimiothérapie qui va rester une certaine quantité de tumeurs dans le sein et ou dans les ganglions, vous allez intensifier les traitements. En fait, on va personnaliser de plus en plus, c'est-à-dire qu'on évolue finalement avec une arborescence sur ces données-là pour personnaliser, intensifier le traitement sur des maladies qui seraient peut-être de plus mauvais pronostics, finalement, qui n'auraient pas bien répondu au traitement, et inversement. Voilà, alors les effets secondaires, ils sont malheureusement connus. Alors dans les cancers du sein, il n'existe à ce jour malheureusement pas encore de chimiothérapie qui ne font pas perdre les cheveux. Les protocoles standards sont ce qu'on appelle allopécients. Il y a également des toxicités d'ordre hématologique, c'est-à-dire au niveau des prises de sang, il y a des prises de sang régulières. Il y a une cardiotoxicité à laquelle j'ai fait allusion au préalable. Donc aujourd'hui, on a mis en place dans nos structures de soins une gestion préventive de ces toxicités avec des consultations d'oncocardiologie, avec des cardiologues spécialisés dans la gestion de ces effets secondaires qui vont voir systématiquement les patientes en début de traitement, en cours de traitement, en fin de traitement. Et puis, il peut y avoir également des neuropathies
neuropathies qui peuvent exister en dehors du contexte oncologique, avec notamment l'alcool, le diabète, ce genre de choses. C'est des fourmillements ou des petites pertes de sensibilité un petit peu au niveau des extrémités, des membres supérieurs ou des membres inférieurs, mais qui peut souvent être exacerbé par la chimiothérapie, ce qui impacte quand même significativement la qualité de vie des patientes. Et pareil, à ce jour, il n'existe pas vraiment de traitement validé pour limiter un petit peu ces toxicités, donc il faut chercher à les accompagner au mieux. Diapositive suivante. L'hormonothérapie, c'est en quelque sorte la plus vieille thérapie ciblée qui existe, puisque vous avez la photo de la personne qui l'a découvert, c'était un vieux colonel qui, alors c'était avec les moyens du bord, mais qui avait déjà intuitivement cerné ce caractère hormonodépendant qui représente encore une fois près de 90% des cancers, puisqu'il proposait à l'époque pour des patientes qui étaient malheureusement métastatiques, les diagnostics en 1800, fin du 19e n'étaient pas du tout les mêmes. Il s'était rendu compte en fait qu'en enlevant les ovaires des patients, donc finalement en bloquant leur production hormonale, et en fait il avait des réponses thérapeutiques significatives. Il améliorait en fait considérablement la survie des malades. Donc il a découvert, c'est le père un peu de l'hormonothérapie, il a découvert ce lien hormonal qui existait sans avoir le substratum scientifique, mais intuitivement il l'avait découvert. Et donc, c'est aujourd'hui en effet une des véritables ressources thérapeutiques qui est quasiment systématiquement mise en place pour les tumeurs hormonodépendantes. Il y a eu un petit peu de désescalade pour les petites tumeurs où aujourd'hui on ne propose plus d'hormonothérapie, mais en effet, dès que les tumeurs font plus de 5 à 10 mm, elle reste quand même systématique. Elle va être différente selon que l'on soit ménopausé ou non ménopausé. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Tout simplement pour la simple et bonne raison que la production des œstrogènes et de la progestérone chez la femme vont être différentes. Elles sont produites par les ovaires lorsque on est en période de vie génitale et lorsque l'on est malheureusement en situation de ménopause. La production d'hormones résiduelles passe par le tissu adipeux, par la graisse, et donc c'est pour ça que les voies de signalisation étant différentes, les traitements sont différents. Classiquement, ça reste prescrit pour des tumeurs au stade localisé pour une durée de 5 ans, et les effets secondaires, c'est malheureusement les effets secondaires de la ménopause potentiellement amplifiés, puisqu'en fait à la ménopause, on a une baisse de la production hormonale, là en fait on va aller bloquer le résidu hormonal qui persistait, et donc c'est un risque, il y a un risque de malheureusement de phlébite qui peut exister au même titre que toutes les manipulations hormonales comme la pilule par exemple augmente théoriquement le risque de phlébite. Il y a un risque d'ostéoporose qui peut s'aggraver, donc il faut également être vigilant à la santé osseuse des patientes. Il peut y avoir bien sûr les bouffées de chaleur qui peuvent être parfois extrêmement handicapantes, et des douleurs articulaires qui sont souvent une plainte quand même assez récurrente de nos patientes en lien avec le mode d'action de ces traitements. Diapositive suivante. Les thérapies ciblées, donc j'y ai fait allusion, en fait toute cette meilleure connaissance aujourd'hui scientifique de la biologie des cancers a permis de développer tout un arsenal thérapeutique vraiment dédié à des sous-types de cancers bien précis. J'ai fait allusion à ce fameux HER2 qui est un récepteur donc transmembranaire qui aujourd'hui a tout un arsenal thérapeutique qui est vraiment une entité de cancer du sein à part entière et qui a vu l'essor d'innovations extrêmement significatives qui ont permis d'améliorer tangiblement la survie de ces patientes. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les inhibiteurs de CDK4/6 qui sont un peu des formes de super hormonothérapie très ciblées qui viennent bloquer la réplication cellulaire dans une phase du cycle bien spécifique. Vous voyez, il y a eu 3 médicaments qui ont été développés ces dernières années qui sont proposés de plus en plus tôt dans la prise en charge des patientes et qui systématiquement améliorent encore les résultats oncologiques. Et puis, on a fait allusion à ces mutations oncogénétiques qui sont également de plus en plus identifiées, et vous voyez, pour lesquelles il y a des développements également dédiés. Donc ça, c'est vraiment le principe de la thérapie ciblée, c'est la clé dans la serrure, c'est on identifie le mécanisme principal de défaillance de la cellule, et on va mettre en regard un traitement ciblé. Diapositive suivante. L'immunothérapie, on en a beaucoup entendu parler. C'est vraiment donc un concept nouveau qui est apparu il y a maintenant une toute petite dizaine d'années, qui a quand même fait l'objet d'un double prix Nobel. Le principe de l'immunothérapie il est beaucoup plus général, puisque on a compris que
les cancers avaient un moyen de couper, j'allais dire, le système d'alarme de notre système immunitaire et donc de rester sous les radars et de pouvoir se développer tranquillement sans être détruit par notre système immunitaire. Et donc le principe de l'immunothérapie, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle une levée de tolérance, c'est d'aller désinhiber un petit peu notre système immunitaire pour qu'il puisse finalement reconnaître de nouveau, en fait, c'est bloquer ce système un peu d'antivol qu'avaient les cellules tumorales pour justement réactiver notre système immunitaire à l'encontre de ces cellules. Donc ça a été développé dans quasiment toutes les tumeurs. Ça a été en effet une vraie innovation ces dernières années. Et aujourd'hui, dans les cancers du sein, ça trouve de plus en plus sa place dans un sous-type bien spécifique, qui est en effet les cancers du sein triple négatif. Alors, ce sont des injections. Le gros avantage de ces traitements, c'est le profil de tolérance, puisque il y a une amélioration de vie, une amélioration de la qualité de vie considérable pour les patients, ce qui a globalement très peu d'effets secondaires, pour pas dire pas du tout. Par contre, lorsqu'il y en a, ils sont malheureusement rédhibitoires, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être amalgamé à une maladie auto-immune, c'est que dans cette levée de tolérance, dans cet orage immunitaire que vous allez déclencher, votre système immunitaire peut s'en prendre à une partie de votre corps, comme dans le cadre d'une maladie auto-immune, et donc entraîner une infection, alors qui va être très souvent régulée avec la mise en place d'une corticothérapie, mais par contre, qui malheureusement contre-indiquera la réutilisation d'une immunothérapie. Diapositive suivante. Alors, la santé intégrative, c'est un terme qui m'est cher, parce qu'on parle beaucoup de soins de support. Alors, c'est un terme qui n'est pas très, je trouve, parlant. La santé intégrative, elle rejoint la définition que vous a donnée Alexia tout à l'heure. La définition de la santé selon l'OMS, un état de complet bien-être physique, social et psychique. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on ne traite pas qu'une maladie, on ne traite pas une tumeur, on traite une femme qui a un emploi, qui est mère de famille, qui a tout un écosystème. Donc, il faut intégrer, j'allais dire, toutes ces dimensions, qu'elles soient sociales, psychologiques, individuelles, et clairement ne pas se limiter au simple traitement des cancers. Ça paraît une évidence, mais c'est malheureusement pas encore, je pense, suffisant pour être considéré comme qualitatif dans la prise en charge des patients aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, la Ligue en premier lieu, avec, ça a été rappelé, une valeur différenciante qui est aussi le soutien des proches, parce que aujourd'hui, on ne peut pas se targuer qu'il y ait d'autres structures qui puissent accompagner les proches, parce que forcément, si on se met à la place d'une femme de 45 ans avec 2 enfants, un mari, c'est tout un bouleversement qui va intervenir. Et donc voilà. Donc cette santé intégrative, elle a pour but de sortir un petit peu de cette prise en charge très centrée, j'allais dire, de la maladie, mais c'est d'intégrer tous les autres paramètres, la gestion de la douleur, notamment le soutien psychologique, le maintien ou la reprise de l'activité professionnelle qui est fondamentale, parce que quand vous avez un cancer du sein, on vous annonce que vous allez avoir 3 mois de chimio, une chirurgie, des rayons, de l'hormonothérapie pendant 5 ans. Il y a aussi une désociabilisation qui peut apparaître, et il faut que tous les acteurs soient au soutien de ces patientes pour qu'elles puissent reprendre aussi une vie sociale, une vie professionnelle. Et c'est notamment la place des associations telles que la Ligue. Diapositive suivante. Donc les perspectives et innovations. Donc aujourd'hui, il y a quand même toujours, par chance, on peut se réjouir d'être en France, parce qu'on est dans une période où ça fait plus de 20 ans qu'il y a de l'innovation thérapeutique dans ces cancers, ce qui a permis d'aboutir à développer tout cet arsenal thérapeutique que je vous ai présenté. Il y a encore des évolutions avec des nouveaux biomarqueurs. On parle de vaccins, on parle de thérapie CAR T-cell qui a été développée dans les cancers hématologiques et qui va probablement trouver une place à terme dans les cancers solides. Il y a des modalités de surveillance et des approches personnalisées avec la surveillance de cellules tumorales circulantes. Il y a pas mal de choses qui se développent, et il y a systématiquement des essais thérapeutiques qui sont proposés aux patientes. Diapositive suivante.
Donc voilà, en conclusion, il y a une véritable nécessité d'avoir une approche multidisciplinaire, hein, puisque vous avez compris que la prise en charge, elle va être très souvent multimodale, chirurgie, radiothérapie, plus ou moins des thérapies ciblées. Donc systématiquement, tous les dossiers des patientes aujourd'hui sont présentés dans un dispositif réglementaire qui s'appelle les RCP, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être pris en charge sans que votre dossier patient ait été présenté dans le cadre d'une RCP, donc pluriprofessionnelle, où il va y avoir en effet donc la stratégie qui sera édictée. Il y a un principe en effet donc d'éducation ou d'accompagnement continu des patients, la mise en place d'outils numériques de plus en plus, de télésurveillance pour faciliter l'accompagnement des patients, et puis un enjeu toujours malheureusement nécessaire de sensibiliser au plus large, hein, toutes les populations. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Donc on peut avoir un petit temps pour des échanges. J'enchaîne malheureusement sur une autre formation dépistage cancer du sein à 14h30, donc il faudra que je vous abandonne d'ici une petite dizaine de minutes. Mais en Il tout n'y a cas, pas de souci. Merci beaucoup Ulrike et à Alexia. vous deux. Vous avez respecté en plus à la minute près le timing. Très, très bien. J'ai pas recensé de questions sur le moment. Est-ce que vous en avez, chaque participant qui viennent à l'esprit? Enfin, en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça très, très riche d'informations. En tout cas, ce qu'on comprend, hein, c'est que voilà, on se laisse souvent un petit peu porter par le quotidien et que le dépistage est un peu mis de côté. Hein, on sait que voilà, chaque femme, comme vous le disiez, hein, 9 cancers sur 10 pourraient être sauvés en étant dépistées à temps. Hein, donc, d'où l'importance réellement de dépister. Ce que j'ai souligné aussi, hein, c'est bien sûr que voilà, il y a une prise en charge pluridisciplinaire, donc le traitement a toute son importance, mais aussi l'après, hein, j'imagine, pour pas avoir des risques de récidive. Voilà, je pense notamment à tous les supports, enfin toutes les actions de bien-être, mais aussi le sport santé. Hein. On a beaucoup aussi évoqué l'activité physique. Hein. Je pense que vous nous le C'est confirmez. fondamental. C'est fondamental. C'est probablement le facteur le plus impactant. Donc heureusement, il existe aujourd'hui, alors tout du moins sur Dijon, il existe bien entendu ailleurs, mais c'est difficile d'avoir cette homogénéité, en tout cas sur le territoire, des programmes dédiés en effet de reconditionnement, vraiment de remise en activité physique post-traitement. Comme vous dites, des fois on se néglige un petit peu, les années passent, le sport devient plus forcément une priorité, et ça a une place fondamentale, et peu importe les cases que vous mettez en face, l'activité physique gagnera toujours. Réduction de vos douleurs, réduction du risque de récidive, amélioration de votre qualité de vie. Enfin, vous pouvez mettre tous les items que vous voulez. Dès que vous mettrez de l'activité physique en face, vous gagnerez des points. Et c'est en effet le facteur le plus important. Il y a une étude pour juste illustrer ça. Donc en effet, il a été beaucoup développé après. Il commence à se développer un tout petit peu avant, notamment sur des programmes chirurgicaux où on met les patients au sport quelques semaines avant une chirurgie, notamment les chirurgies digestives. C'est beaucoup mis en place et ça apporte des résultats qui sont extrêmement intéressants, où on consommez moins de produits morphiniques, hypnotiques pendant votre chirurgie. Donc finalement, vous récupérez beaucoup mieux. Vous avez besoin d'avoir des sédations beaucoup moins profondes. Vous vous remettez beaucoup mieux. Vous diminuez vos durées d'hospitalisation. Donc ça a un impact majeur. Et puis pendant les traitements, il y a une étude qui a été publiée cette année qui est extrêmement interpellante. Je parlais de chimiothérapie première avant la chirurgie. Ils ont comparé deux groupes de patientes qui avaient les mêmes caractéristiques, des patientes plutôt jeunes, qui avaient donc de la chimiothérapie. Dans un groupe, programme d'activité physique soutenu pendant tout le temps de la chimiothérapie. L'autre groupe, rien, on laisse les gens comme ils étaient dans leur mode de vie. Il y avait plus de 30% de disparition de tumeurs en plus dans le groupe de patientes qui avaient fait du sport. Donc en fait, le sport, on l'a un peu dans un coin de la tête, mais je pense qu'en fait, on ne connaît pas encore clairement tous les mécanismes qui se cachent, mais il y a un véritable enjeu de santé publique sur la promotion en effet de l'activité physique, très clairement, à tous les stades, avant, pendant, après, comme vous l'avez dit. Oui, tout à fait. C'est là où voilà, je pense que ça a vraiment toute son importance, même si, Alexia, tu nous as présenté pas mal d'autres aussi facteurs protecteurs, mais voilà, disons que ça fait partie des choses accessibles à tous, parce que voilà, on sait très bien qu'on peut faire de l'activité physique adaptée, hein, voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas aujourd'hui l'âge de nos participants et participantes, mais quel que soit l'âge, c'est accessible. Voilà, est-ce que d'autres questions
Je n'en vois pas de la part des participants, mais bon, Je- vous je- avez été je- très clair, donc c'est Je, peut-être je pour ça. rebondis Oui, sur une petite nuance qui a été faite et qui était très pertinente par Alexia. Les gens confondent souvent ça, l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. oui, Hein, c'est très important parce que c'est une question qui revient mais assez récurrente aussi en consultation. Le fait d'aller marcher, voilà, il y a plein de gens qui disent oui, mais bon, je marche tous les jours 1 kilomètre ou 2 kilomètres. C'est très bien, mais ça, c'est pas de l'activité physique. C'est de la lutte contre la sédentarité, c'est-à-dire que ça va être du mieux vieillir, c'est de la mobilisation articulaire, c'est de la réduction de douleur, tout ce qu'on veut, mais c'est pas les propriétés vraiment de l'activité physique qui vont apporter les bénéfices. Donc, il faut bien faire ce distinguo, et c'est bien, en effet, on parle d'APA, hein, c'est de l'activité physique adaptée, et tout le monde y est éligible, même des gens qui ne se croient pas éligibles à 85 ans. On a des personnes âgées qui, post-programme d'activité physique, en fait, ont récupéré de manière assez spectaculaire un bénéfice, un périmètre de marche, enfin, un meilleur conditionnement cardio-respiratoire, etc. Donc, voilà, faut pas se réfugier derrière je marche tous les jours. C'est très bien, c'est de la lutte contre la sédentarité, ça vous apportera des bienfaits, mais ça n'apportera pas les bienfaits propres à l'activité physique adaptée. tout à fait. En tout cas, enfin voilà, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il n'y a pas un seul cancer finalement. C'est qu'il y a, voilà, finalement, le cancer du sein, c'est une multitude de sortes de cancers, une multitude de façons de le détecter. Enfin, voilà, plusieurs signes qui peuvent nous alerter. Donc, voilà, on ne doit pas se dire, c'est juste, voilà, je sens quelque chose, une petite boule, ah bah peut-être que je m'alerte. C'est pas uniquement ça. Donc, en fait, voilà, soyons attentifs aux signes. Voilà, moi, je vous invite tous à relayer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour pouvoir sensibiliser un maximum de personnes, jeunes ou moins jeunes. Et puis, bien évidemment, voilà, luttons contre ce cancer qui est un réel fléau. Enfin, voilà, comme on le disait avec Alexia, en augmentation sans doute, mais aussi peut-être mieux détecté. On peut le prendre des deux côtés, on ne sait pas trop, mais voilà, en tout cas, les chiffres sont là et sont parlants. Et voilà, si on prend en charge avec les bons traitements, comme vous l'évoquiez, il y a de fortes chances de s'en sortir et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Oui, oui. Et puis, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'il y a certes les sous-types qui définissent un peu la stratégie, mais enfin, faut encore enfoncer peut-être le clou ou une porte ouverte, mais même des cancers de mauvais pronostic ou qui nécessiteraient des intensifications thérapeutiques de la chimio, s'ils sont pris en charge tôt, et bien en fait, ils bénéficient aussi de la désescalade thérapeutique. C'est-à-dire qu'une toute petite tumeur triple négative qui va faire moins de 5 mm trouvée parce que bien dépistée, etc., elle va couper à la chimio, elle va couper aux thérapies ciblées, etc. Donc c'est vrai, même voilà, l'enjeu, il est vraiment là, c'est que finalement se faire dépister, c'est les gens ont souvent peur de se dire mais si j'y vais, j'ai peur qu'on me trouve quelque chose, ce qui est des fois un frein un peu psychologique. Bon, si on y va, c'est quand même pour ça, mais le but, c'est quand même de trouver les choses tôt pour pouvoir avoir le moins possible à pâtir d'un traitement potentiellement derrière. Alors oui, on coupera pas la chirurgie à la radiothérapie, mais je veux dire, si on coupe voilà, toutes les thérapies systémiques qui finalement s'inscrivent dans la durée, c'est ça le plus impactant. Je veux pas minimiser la chirurgie et la radiothérapie, c'est pas anodin dans le vécu d'un individu, mais vraiment ce qui va considérablement impacter et sur la durée et sur la qualité de vie, ça reste les traitements systémiques. Alors il en faut et ils portent leurs fruits, mais au quotidien, c'est vraiment ça qui fait que le vécu de la maladie est quand même pas le même quand on a un traitement général si on n'en a pas, quoi. Voilà, donc il faut se faire dépister. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup. Il faut se faire dépister. Et puis, écoutez, si vous êtes touché de près ou de loin, ou si vous avez quelqu'un touché par la maladie, vous pouvez bien évidemment prendre des renseignements auprès de la Ligue contre le cancer, qui vous accompagne dans les modalités évoquées en début de webconférence. Voilà, on va vous transmettre dans la conversation le petit questionnaire de satisfaction pour savoir si vous avez été, voilà, si on a répondu bien évidemment à toutes vos attentes. Peut-être que c'est un sujet un petit peu délicat, donc j'ai pas vu trop de questions, mais c'est pas grave en soi. Si elles vous reviennent, n'hésitez pas à me les communiquer, ou la Ligue pourra également vous conseiller, je n'en doute absolument
absolument pas. En tout cas, voilà, je vous remercie de l'attention que vous avez eue pour cette petite heure ensemble. Et puis, eh bien, j'espère que on continuera à sensibiliser un maximum. Octobre Rose est un mois dédié au cancer du sein. Donc, voilà, je sais que la Ligue est très prise et continue ses actions au quotidien, que ce soit en Côte d'Or ou en Rhône-Alpes. Enfin, voilà, il y a énormément d'actions. Rapprochez-vous des différentes ligues proches de chez vous et vous aurez le programme des actions mises à disposition. Et en tout cas, merci pour vos explications à tous les deux. Merci. Bon après-midi à tous. Au revoir. Très bon après-midi. Et un dernier petit détail, si vous voulez participer à nos prochaines actions de prévention, n'hésitez pas à vous rendre sur radiance.fr, rubrique événements. Vous avez tous nos événements en présentiel ou en distanciel. Notre prochaine conférence portera sur l'arthrose, justement. Vous parliez des douleurs. Voilà, donc on parlera douleurs le 3 décembre ensemble en webconférence. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à toutes. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.